Je dois dire que la société s'est mobilisée d'une manière extraordinaire et qu'il y a eu énormément d'organisations de volontaires et de l'armée, etc., qui vraiment déployaient des services et qui sont venus apporter 1 ou 2 fois par semaine et même plus de la nourriture chez la plupart des VIA, mais surtout chez les rescapés de la Shoah. Colette Avital, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous en cette journée du Yom HaShoah, une journée importante pour le Ham Israël, une journée tout à fait particulière pour vous puisque vous êtes la présidente du conseil représentatif des organisations de rescapés de la Shoah et que bien entendu de par cette fonction vous avez été, je dois le rappeler, consul général d'Israël à New York et député travailliste, mais par cette fonction vous êtes aujourd'hui au cœur de ce qui se passe au jour le jour dans la vie des rescapés de la Shoah, de ces rescapés qui, on le voit, on le sait, eh bien, vieillissent, disparaissent peu à peu et dont on voudrait qu'ils terminent leur jour, on va dire, de la manière la plus digne qui soit. Alors, la première question que je voudrais vous poser ce matin, Colette, c'est par rapport à cette année que nous avons tous traversée, cette épidémie. Comment les rescapés de la Shoah ont-ils vécu cette année? Comment ont-ils pu faire face à ce qui s'est produit, à cette épidémie? Écoutez, au fait, on ne peut pas les mettre tous dans la même catégorie. Il y a des rescapés qui sont plus ou moins indépendants, il y en a qui sont dans des maisons de retraite et il y en a certainement le groupe qui est le plus difficile, si vous voulez, au niveau de la gestion. Ce sont des gens qui vivent seuls et dont la solitude pèse toute l'année. Alors, comme nous avons été confinés plusieurs fois cette année, je dirais que le premier confinement a été le plus dur pour tout le monde, si c'est dans les maisons de retraite ou si c'est chez eux à la maison. Vous savez que l'épidémie a vraiment pris beaucoup de victimes, surtout au cours de la première vague du Covid dans les maisons de retraite parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de personnel ou parce que ce personnel est venu de l'extérieur et n'a pas pris les précautions nécessaires. Et le plus grand nombre de victimes dans la première vague a été effectivement des vieux et parmi eux surtout des rescapés de la Shoah. Il y a aussi un autre problème, ceux qui sont seuls et qui sont seuls à la maison. De toute manière, une grande partie qui n'ont pas, même ceux qui ont des familles, n'ont pas pu voir leur famille. Alors, il s'agissait de 2 problèmes principaux. Le premier, c'est pouvoir avoir suffisamment de nourriture et de médicaments. Et là, je dois dire que la société vraiment s'est mobilisée d'une manière extraordinaire et qu'il y a eu énormément d'organisations de volontaires et de l'armée, etc., qui ont vraiment déployé des services et qui sont venus apporter 1 ou 2 fois par semaine et même plus de la nourriture chez la plupart des VIA, mais surtout chez les rescapés de la Shoah. Et là, il y a eu énormément d'organisations. Certaines sont connues en France comme la Tête, qui ont fait un travail extraordinaire. Nous, nous sommes organisés pour essayer de trouver des fonds supplémentaires, surtout du Claims Conference, un fonds d'émergence, un fonds pour pouvoir vraiment subvenir à ces besoins. Le gouvernement, l'autorité qui s'occupe des rescapés de la Shoah, a aussi donné des fonds aux organisations qui s'occupent surtout de la santé mentale des gens. Et là, il faut dire encore une chose qui est très importante, c'est que ce n'est pas seulement les besoins physiques de ces gens, mais surtout le fait de se trouver dans la solitude et de retrouver des vieux démons. En général, la plupart des rescapés de la Shoah qui sont vieux, alors qu'ils arrivent aux dernières phases de leur vie, retrouvent
ou recréer certains traumatismes qu'ils C'est ont ça, eus. parce que certains d'entre eux ont dit que cette période de confinement leur avait rappelé, on va dire, la période où ils ont vécu pendant la Shoah dans le ghetto, ou alors la période qu'ils ont vécu dans les camps de concentration. Est-ce que vous avez été confronté à ce genre de témoignages et Oui, de traumatismes? oui, sans aucun doute, écoutez, parce que finalement, on ne peut pas comparer. Les conditions de quelqu'un qui est à la maison, même s'il est seul, ne peuvent pas se comparer à un camp de concentration ou à un ghetto. Surtout qu'il y a eu énormément d'aide de la part de la société israélienne. On ne peut pas comparer, mais c'est subjectif. On ne peut pas juger. Effectivement, beaucoup de gens, surtout ceux qui sont revenus des camps et des ghettos, ont ressenti ça, c'est-à-dire ils ont, surtout la nuit, pendant la solitude, et là je dois dire qu'il y a eu un travail fou qui a été fait par deux ou trois organisations comme AMRA et là, qui ont téléphoné tous les jours, qui ont vérifié ce qui se passe avec les gens tous les jours, qui donnent des soins à travers des gens du métier, des psychologues. Donc, Des formes de lignes ouvertes aussi téléphoniques pour les... il y a une autre organisation qui a une ligne ouverte et qui aussi donne, mais il fallait aussi que ces gens sachent qu'il y a cette ligne. Donc, il fallait venir chez eux, leur dire, vous pouvez téléphoner à tel numéro combien de fois par jour. Mais il y a eu finalement aussi, à partir du moment où ça a été possible, les psychologues qui ont donné leurs soins chez les rescapés de la Shoah à la maison. Et ensuite, il y a eu le problème des vaccins. Oui, Alors, pour le problème des vaccins, vous savez que la priorité a été donnée aux gens de 80 ans et davantage, ce qui effectivement comprend la plupart des rescapés de la Shoah, puisqu'aujourd'hui, je dirais qu'ils sont à la fin ils sont octogénaires, mais la plupart sont nonantogénaires, si on peut dire ainsi. oui. Et finalement, comme nous savons qu'il y a des gens qui habitent seuls, qui habitent à un quatrième étage, qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont confinés à leur maison, même s'il n'y a plus de confinement, nous avons prévu avec le Claims Conference un programme selon lequel il y a eu un budget spécial pour engager des ambulances qui vont chez les gens qui réussissent à les sortir de chez eux avec des ambulances pour qu'ils prennent le vaccin et qu'ils les ramènent chez eux par le même moyen. Donc, ceci se passe même ces jours-ci, ce service à la maison des ambulances. Comme ça, nous essayons de voir que personne ne reste sans soins ou sans nourriture. Alors, je voudrais que l'on revienne sur un problème dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Et je crois, puisque je pense qu'on s'est parlé l'an dernier également à la même période, dans les mêmes circonstances, que vous-même aviez une opinion, on va dire, plus optimiste concernant l'aide qui est apportée par l'État d'Israël aux rescapés. L'aide financière, on va dire, aux rescapés. Je lisais dans la presse israélienne, et j'aimerais bien que vous m'éclairiez là-dessus, des données, on va dire, plutôt contradictoires. Certains disent qu'il y a sur les 174 000 rescapés de la Shoah qui vivent aujourd'hui en Israël, il y en a la moitié qui vivent en deçà du seuil de pauvreté. D'autres dans une autre, ça c'était dans le Yediot Aharonot, et on va dire dans le site frère du Yediot Aharonot, le Ynet, on parle d'un quart de ces rescapés qui sont en deçà du seuil de pauvreté. Vous pouvez nous aider à faire le clair là-dessus? Quelle est leur situation économique et sociale? L'État d'Israël donne des pensions aux rescapés de la Shoah basées sur deux critères. Le critère physique, c'est-à-dire les maladies, et le critère socio-économique. Quel est le revenu des personnes? Alors, si c'est une personne qui est malade, euh, ça commence par les maladies qui sont comptées à 25% et qui montent jusqu'à 150%. Alors, si c'est une personne qui a un revenu moins de 4 000 shekels par mois, l'État fournit une aide supplémentaire qui s'appelle en hébreu Hashlamat Akdasa. Donc, la majorité des rescapés de la Shoah, je dirais une grande majorité,
selon leurs moyens, s'ils ont des moyens financiers en banque, ils reçoivent le minimum selon leur degré de maladie, mais s'ils ont des problèmes financiers, l'État les compense par une somme supplémentaire. Donc, je dirais que ça, c'est pour une majorité des rescapés de la Shoah. Mais, vous avez parfaitement raison, il reste un groupe d'environ 60 000 rescapés de la Shoah qui ne sont pas reconnus comme tels parce qu'ils n'ont pas, ils n'entrent pas dans la définition qui a été faite par l'État d'Israël et par les Allemands. Ils n'ont pas été dans des ghettos, ils n'ont pas été dans des camps. Alors, pour ces gens-là, par exemple, et ça c'est la Ce sont majorité. beaucoup des gens de l'ALIA de l'ex-Union soviétique. Exact. Ça, c'est les gens surtout qui sont considérés comme ce qui s'appelle en anglais des flight cases, c'est-à-dire des gens qui se sont enfuis devant l'armée allemande. Alors, ces gens-là ne reçoivent, enfin, n'ont pas les mêmes droits. Ils reçoivent une maigre somme d'environ 3 900 shekels par an, ce qui vraiment ne rime à rien, parce que si vous faites le compte, c'est pas plus que 10 ou 11 shekels par jour. C'est environ 1000 euros par an, ce qui vraiment est est dérisoire en fait. Et donc, ces gens-là, c'est surtout ces gens-là qui vivent de la sécurité sociale et qui, franchement, et c'est une partie des gens qui sont venus à un âge très avancé en Israël, donc ils n'ont pas pu travailler, donc ils n'ont pas une pension de leur travail, certainement pas une pension qui vient de Russie ou d'Union soviétique. Et c'est ces gens-là pour lesquels nous luttons encore pour que l'État puisse quand même subvenir à des besoins un peu plus sérieusement. Alors, nous avons obtenu avec la Claims Conference du gouvernement allemand une certaine pension qui leur est payée maintenant pendant 2 ans, c'est-à-dire au cours de l'année 2021 et 2022, de 1200 euros par mois, ce qui fait une grande différence. Et je dirais que à l'heure actuelle, disons que pour ces gens-là, c'est déjà quelque chose de plus important. Est-ce que cela va remédier à la situation? Franchement, je ne crois pas. Et il faudra que nous continuions à lutter pour que ces gens-là puissent recevoir de l'aide d'une manière beaucoup plus importante de l'État d'Israël. Je comprends bien qu'il y a en fait d'un côté la Claims Conference qui reçoit des fonds, on va dire, de l'Allemagne ou d'autres pays, et Seulement de l'Allemagne, oui. Seulement de l'Allemagne. Ah oui, aussi de l'Autriche. Aussi de l'Autriche. Et de l'Autriche, et il y a de l'autre côté l'État d'Israël. Qu'est-ce que l'on peut faire en plus, Colette? Qu'est-ce que vos associations peuvent faire en plus? D'abord, je fais partie de la Claims Conference et nous négocions tous les ans avec les Allemands. Et une chose que je peux vous dire, par exemple, un grand nombre de gens qui n'étaient pas reconnus comme survivants parce que la définition des ghettos allemands était une définition très stricte, eh bien, nous avons changé ça pour la Roumanie et la Bulgarie. Et plus qu'une vingtaine d'endroits en Roumanie et en Bulgarie ont été reconnus comme des ghettos ouverts. Et donc, ces gens-là, automatiquement, reçoivent maintenant des pensions tous les mois de l'État d'Israël. Aussi, les autres qui reçoivent les pensions de l'Allemagne, nous avons réussi à faire croître cette pension de manière graduelle toutes les années. Ce qu'il faut faire, c'est de continuer à négocier. Nous avons négocié avec le gouvernement polonais, par exemple, et mon organisation s'occupe de pensions pour les rescapés venant de Pologne. Nous avons déjà obtenu plus que 4 000 pensions mensuelles pour des rescapés d'origine polonaise. J'ai moi-même négocié avec le gouvernement roumain pendant 4 ans et nous avons obtenu que les rescapés de la Shoah, ceux qui ont souffert pendant la guerre, soit des mains des Allemands, soit des mains des Roumains, reçoivent aussi une pension alimentaire pour 21 000 personnes. Cela va changer aussi. Mais franchement, vous savez, la couverture, comme on dit chez nous, la couverture est très courte. Et même si le gouvernement d'Israël, qui vraiment a changé d'attitude. Oui.
et investi beaucoup plus, je dirais que 6 milliards de shekels par an, ce n'est pas une somme dérisoire, eh bien, elle ne suffit pas pour tout le monde. Et même la pension minimale pour des gens, disons comme moi, par exemple, si j'ai 25% de maladie, eh bien, à 2500 shekels par mois, C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mais moi, bon, moi, c'est une autre affaire. J'ai ma pension de mon travail du ministère des Affaires étrangères, mais je vous donne ça comme un exemple. 2500 shekels par mois, ce n'est vraiment pas une grande somme. Et donc, il faut essayer d'améliorer cela aussi. Eh bien, on peut certainement compter sur votre association pour essayer d'intervenir donc auprès du gouvernement. Daniel, oui. Excusez-moi, il faut quand même rajouter quelque chose. C'est que si nous comparons ce que fait l'État d'Israël à ce que font d'autres États, je dois vous dire que l'État d'Israël fait beaucoup mieux et beaucoup plus. Et que ce n'est pas seulement la pension alimentaire, c'est aussi les soins médicaux, les soins dentaires et un tas d'autres. Les médicaments. Médicaments, etc. Donc, je crois qu'il faut comprendre qu'en plus de ce que nous recevons, de ce que les rescapés reçoivent dans leur compte bancaire, il y a d'autres avantages qui font leur vie peut-être un peu plus supportable. Eh bien, Colette Avital, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir fait partager pendant ces quelques minutes la vie de ces rescapés de la Shoah et les leçons, si l'on peut dire, qu'ils tirent de cette période un peu particulière, certainement très particulière, que nous avons vécue et qu'ils ont vécu aussi, bien entendu, à leur manière. Merci Colette, et que l'on se revoit dans des circonstances, on va dire, plus réjouissantes. Merci beaucoup. Espérons-le. Merci.